Tu sais, la NASA n'explore pas seulement les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. L'agence américaine fait aussi des découvertes ici, sur notre planète. Alors, qu'est-ce que la NASA a découvert récemment? Y a-t-il de la vie sous la glace? Après avoir analysé des données, ils ont révélé que quelque chose d'incroyable se cachait sous la glace de l'Antarctique. Et cette découverte ne change pas seulement tout ce que nous savions sur l'ensemble du système hydrique de la Terre, mais elle pourrait aussi aider dans nos recherches sur la vie dans l'espace. L'existence de l'humanité pourrait dépendre de notre compréhension de l'Antarctique et de ses secrets. Ces récentes découvertes révèlent donc des informations vitales pour notre survie. Mais avant de continuer, voyons ce que tu sais de cet endroit où tout n'est que glace à perte de vue. L'Antarctique est l'un des 7 continents de la planète, situé dans l'hémisphère sud. C'est le 5e plus grand continent en termes de superficie totale. Cela signifie qu'il fait presque 2 fois la taille de l'Australie. Tu veux voir de vrais météorites? Va en Antarctique. Grâce à son climat sec, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'espace. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu peux trouver des météorites dans la surface blanche du continent. Les scientifiques ont déjà extrait environ 45 000 météorites de la glace. Et ils pensent en avoir détecté au moins 300 000 autres. Comme il n'y a pas beaucoup de roches sur ce continent, il est assez facile pour eux de les repérer grâce à leur couleur sombre. L'environnement sec et désertique de l'Antarctique favorise aussi leur préservation, même celles qui sont tombées sur Terre il y a plus d'1 million d'années. Et peux-tu imaginer une activité volcanique en Antarctique? Difficilement. Pourtant, c'est bien l'endroit où le feu rencontre la glace. C'est en Antarctique occidentale que l'activité volcanique est la plus importante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe 138 volcans rien que dans cette partie du territoire. Eh oui! Tu crois probablement qu'il fait toujours très froid en Antarctique, mais non. Ces régions côtières peuvent atteindre une température de 10 degrés Celsius. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait l'Antarctique s'il n'y avait pas de glace? Cela peut sembler inimaginable maintenant, mais ce continent n'a pas toujours été recouvert de glace. D'accord, c'était il y a 34 millions d'années. Donc jusqu'à présent, personne ne pouvait savoir à quoi ressemblerait sa surface sans la glace. Mais la NASA a remédié à cela. Ils ont créé des simulations informatiques et ont dressé la carte la plus précise du continent à ce jour. Et ce qu'ils y ont vu est incroyable. Le continent n'est pas du tout plat comme on le croyait auparavant. Il est plutôt bosselé avec des vallées, des plaines ondulées et de hautes montagnes. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont découvert sous la glace de l'Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour, s'il vous plaît. La NASA a trouvé 2 nouveaux lacs subglaciaires. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont repéré ces lacs depuis l'espace. Comment est-ce possible? Si ta réponse est grâce à des satellites high-tech, alors tu as raison. En 2003, la NASA a lancé un satellite appelé IceSat, qui a mesuré la masse de la calotte glaciaire et la hauteur des nuages et des aérosols. Le satellite a aussi permis de créer cette carte de l'Antarctique sans glace. En 2010, l'Agence spatiale européenne a lancé un 2e satellite, Cryosat 2. Son objectif, suivre les changements d'épaisseur de la glace. Puis, en 2018, la NASA en a lancé un 3e, IceSat 2, pour prendre la relève d'IceSat. Il a mesuré l'élévation de la calotte glaciaire et l'épaisseur de la glace de mer. Il s'agissait du laser d'observation de la Terre le plus avancé de la NASA. Il a fourni des données de la plus haute précision. Et lorsque ces données ont été combinées avec celles des autres satellites, il a été possible de repérer ces 2 nouveaux lacs près de 2 autres de plus grande taille. Mais d'abord, comment est-il possible que ces lacs existent? L'épaisseur moyenne de la plupart des glaces de l'Antarctique est d'environ 1,9 km. Cependant, elle peut atteindre plus de 2,8 km d'épaisseur à certains endroits, surtout en hiver. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien en dessous. Mais la science nous dit le contraire. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Pourtant, la glace du continent s'écoule lentement, mais constamment, et ce dans différentes directions sous la pression de sa propre masse. Mais pendant de nombreuses années, les scientifiques ne comprenaient pas comment l'eau se déplaçait. Cela a commencé à changer en 2007, lorsque les données recueillies par l'IceSat ont permis de comprendre ce qui se cache sous la surface.
Ils ont découvert pour la première fois un réseau de lacs d'eau de fonte, tous connectés sous les courants de glace rapide de l'Antarctique. Et il y en avait des centaines. La glaciologue Hélène Amanda Fricker de la Scripps Institution of Oceanography a émis l'hypothèse que les changements d'élévation mesurés par l'ICESat se produisaient en raison de la dynamique de ces lacs. Ils ne retenaient pas l'eau de fonte de façon statique. Au lieu de cela, ils se remplissaient et se vidaient continuellement au fil du temps grâce à un système de canaux. Et au fur et à mesure, la glace au-dessus se soulevait et s'effondrait. Mais où allait toute cette eau ? Dans l'océan, bien sûr. Et il s'en écoule beaucoup. Une étude récente, coécrite par Fricker, a révélé que l'écoulement des eaux d'un lac déverse pas moins de 750 milliards de litres dans l'océan en seulement 3 jours. D'innombrables mystères concernant les phénomènes naturels attendent encore d'être résolus. Mais la découverte de ces 2 nouveaux lacs donne aux scientifiques une meilleure idée de la vitesse à laquelle la calotte glaciaire de l'Antarctique se modifie à mesure que le climat se réchauffe, ainsi que de la façon dont cela affecte les courants océaniques et l'élévation du niveau de la mer. Le cycle de remplissage et d'écoulement des lacs provoque également des fissures et des crevasses sur la couche de glace. Les informations que les chercheurs trouveront dans ces nouveaux lacs leur permettront donc de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de la glace. Ils pourront aussi évaluer comment ce système de remplissage et d'écoulement influence la vitesse à laquelle la glace glisse dans les océans et les mers. Et cela signifie qu'ils pourront évaluer comment l'eau douce ajoutée peut modifier les écosystèmes marins. Cette découverte peut également nous permettre de savoir si la vie existe sous la glace. Génial! Les scientifiques ont foré à environ 1068 mètres dans la glace et ont découvert que les échantillons d'eau prélevés dans l'un des lacs contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Un nombre aussi élevé de vie bactérienne est un bon signe, car cela signifie que les eaux glacées pourraient aussi abriter ces formes de vie plus développées, comme des micro-animaux. Et l'un de ces nouveaux lacs pourrait même être l'endroit où ils vivent. Mais le plus fascinant, c'est que ces nouveaux lacs pourraient les aider à comprendre si la vie est possible sur d'autres planètes. Les scientifiques pensent que la vie sous la surface gelée de la planète Mars, s'il y en a, pourrait correspondre au modèle observé dans les lacs de l'Antarctique. Il est donc possible qu'ils trouvent de nouvelles informations cruciales sur le type de vie qui a pu exister sur la planète rouge. Mais les hivers y sont plutôt rudes. La température la plus basse sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, la température est même tombée à moins 93,2 degrés Celsius. Et le ressenti de ce froid est bien pire en raison des vents forts et secs. Savais-tu que la superficie de la glace de l'Antarctique change aussi tout au long de l'année ? Elle fait environ 3 millions de kilomètres carrés en été. Mais en hiver, elle atteint 19 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré ces changements, elle reste le plus grand morceau de glace existant sur Terre. Désolé l'Arctique, c'était bien tenté. Tu as déjà vu des manchots ? Eh bien, ces animaux sont les maîtres des lieux, car il n'y a pas de peuple indigène en Antarctique. C'est un no man's land, et aucun pays ne le possède. Sa véritable population est constituée de 5 espèces différentes de manchots, de phoques et d'orques. Malgré les conditions difficiles sur ce continent, tu peux aller y pêcher en touriste et y faire des recherches. Environ 5000 personnes résident sur le continent pendant l'été dans des stations de recherche. Mais quand l'hiver arrive, ce nombre diminue bien entendu, jusqu'à un petit millier. Enfin, la couche de glace de l'Antarctique représente 70% des réserves en eau douce de la planète. Imagine ce qui se passerait si elle fondait. Le niveau des mers, partout dans le monde, augmenterait de près de 60 mètres. Ouf! Cet été aura été plus chaud que jamais. Nous avons l'impression d'être des brochettes de guimauve cuites sur le grill. Certes, le monde devient plus chaud, mais certaines régions ont toujours dû lutter contre des températures élevées. Il s'avère que les gens avaient aussi des inventions pour se rafraîchir dans l'Antiquité. Et certaines d'entre elles fonctionnent toujours, même 3000 ans plus tard. Voyons comment les gens se sont protégés de la chaleur tout au long de l'histoire. Mets un glaçon dans ton soda et prépare-toi à découvrir comment les gens survivaient à la chaleur. En parlant de glaçons, sais-tu que les Perses avaient mis au point un système de stockage de la glace ? Dans les déserts de la Perse ancienne, les gens ont eu une idée hors du commun pour éviter que leur nourriture ne se transforme en gâchis à moitié fondu. Ces Perses ingénieux sont tombés sur une astuce de physique qui leur a permis de créer de la glace au milieu du désert. Ils ont appelé ces structures yakshas,
ce qui signifie en fait puits de glace. Ce puits de glace n'étaient pas des glaciers ordinaires. Ils s'étaient comme des réfrigérateurs souterrains secrets. De l'extérieur, les Yakshals ressemblaient à des structures faites de briques et de boue en forme de dôme. Mais à l'intérieur, c'était un tout autre monde. Ces fosses à glace étaient dotées d'un système de refroidissement par évaporation qui fonctionnait comme par magie. La nuit, lorsque le désert se refroidissait, les Perses exploitaient l'effet de refroidissement radiatif. Ils ont aménagé des tranchées intelligemment conçues pour contenir de fines couches d'eau. L'eau gelait, défiant la chaleur du désert. Il y avait aussi des aires de stockage souterraines. Les Perses récupéraient de l'eau glacée qui fondait dans ces tranchées fraîches et, pendant la nuit, ils la congelaient à nouveau, tirant ainsi le meilleur parti possible du refroidissement naturel du désert. Pour ajouter à cet effet de refroidissement, ils ajoutaient un mur pour abriter les zones de stockage du soleil brûlant de la mi-journée. Et ce n'est pas tout. Ils disposaient d'une fantastique structure appelée le Badgair, qui captait la brise et la dirigeait directement vers les fosses de glace. De l'air frais et une brise glacée, la combinaison gagnante. Ils disposaient même de canaux complexes, appelés des kanats, pour acheminer l'eau des montagnes voisines jusqu'aux puits de glace et aux maisons. Au fil du temps, ces Yakshals sont tombés en désuétude, et la technologie moderne a pris le dessus. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. En Iran, des gens formidables restaurent ces anciennes glacières. Alors, si tu te retrouves un jour dans ce désert, n'oublie pas de visiter ces sites incroyables et d'assister en direct au génie des anciens Perses. Maintenant, on aimerait se concentrer davantage sur ces attrape-vents parce qu'ils ne servent pas seulement à fabriquer des glaçons, mais aussi à se refroidir. À l'époque, ces merveilles architecturales ingénieuses faisaient fureur dans des contrées comme la Perse, l'Égypte et le Moyen-Orient. Imagine des structures en forme de tour avec des ouvertures à différents niveaux, stratégiquement placées, pour exploiter la puissance de la brise naturelle. Ces ouvertures étaient nues comme des portails magiques pour le vent. Elles captaient ces rafales rafraîchissantes et les guidaient directement dans les espaces de vie des habitations. En fait, il s'agissait de climatiseurs naturels. La brise s'écoulait gracieusement vers le bas, rafraîchissant le sol tout en virevoltant à travers le bâtiment. Le secret réside ici dans les détails. La hauteur de la tour, le nombre de côtés, les ouvertures et le positionnement des pales intérieures. Tout joue unrolled dans l'efficacité des tours éoliennes. Grâce à ces capteurs de vent, les sociétés anciennes pouvaient profiter de températures intérieures agréables sans trop transpirer. Peux-tu imaginer vivre à cette époque? Sentir la douce brise souffler dans ton palais, te procurant une sensation de fraîcheur et de bien-être? On attribue souvent aux Perses l'invention de ces impressionnants attrape-vents. Mais n'oublions pas l'Égypte. On y trouve des traces de structures similaires, datant de 1300 ans avant notre ère. Oui, l'invention des attrape-vents a peut-être eu lieu dans l'Égypte ancienne, mais c'est à Yazd, en Iran, que l'on trouve le plus grand nombre d'entre eux. Les vents n'auraient pas pu vivre sans ces anciennes climatiseurs, car ils ne pouvaient pratiquement passer dans cette région tout au long de l'année. Observons maintenant ces extérieurs perforés à double paroi. Imagine que tu habilles un bâtiment d'un écran perforé sophistiqué. C'est comme si tu donnais un coup de jeûne à l'extérieur tout en gardant la fraîcheur à l'intérieur. Cette technique de génie permet tout d'abord de disperser la lumière du jour sans que les rayons du soleil ne nous aveuglent. L'écran fait également de l'ombre, offrant à l'intérieur du bâtiment un répit bien mérité contre le soleil ardent. Il s'agit en quelque sorte d'un chapeau de plage naturel pour ta maison. En plaçant cet écran à environ 1 mètre des murs extérieurs, on crée un couloir de rêve où l'air frais circule librement. Et bon, ils ajoutent aussi une touche d'élégance au bâtiment. Ces structures sont parfois appelées jali. À Jaipur, en Inde par exemple, la température moyenne pendant la journée est d'environ 38 degrés. Ces structures sont donc cruciales. Les jalis se présentent sous différentes formes, en pierre, en stuc ou en bois. C'est un symbole culturel profondément ancré dans l'architecture indienne. On retrouve sa présence intrigante dans des bâtiments historiques emblématiques tels que le majestueux Taj Mahal et le grandiose Fort Rouge de Delhi. Mais ce n'est pas là qu'une chose du passé. Les jalis sont toujours présents dans l'architecture moderne et leur charme a suscité la créativité d'artistes et de concepteurs du monde entier.
Il orne l'extérieur du bâtiment, sa section transversale présentant une ouverture plus grande à l'extérieur et plus étroite à l'intérieur. C'est là que l'effet Venturi entre en jeu pour étaler sa physique. Lorsque l'air s'écoule dans ce passage rétréci, il prend de la vitesse, ce qui crée une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. L'air soufflant à une vitesse plus élevée est comprimé, et, lorsqu'il est relâché, se refroidit. Le moucharabier est un treillis ou un écran en bois utilisé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ces merveilles décoratives ressemblent à des stores de fenêtres. Mais ils ne se contentent pas d'être jolis, ils sont aussi ingénieux. Ils protègent de ton intimité tout en te protégeant du soleil et laissent entrer l'air frais et la lumière. Certaines personnes adjoignent également des pots en terre cuite remplis d'eau, de sable ou de paille humide à leur création. Lorsque l'air chaud passe par les trous, il traverse également la surface poreuse du pot. L'humidité contenue dans le pot s'évapore et rafraîchit l'air. Il s'agit d'une technique peu coûteuse idéale pour les climats chauds et secs. Elle est respectueuse de l'environnement et ne nécessite pas d'électricité. Très bien, avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. Les concepteurs font preuve de créativité et associent la sagesse traditionnelle à la technologie moderne. Les tours Al-Bahar d'Abu Dhabi ne sont pas en reste. Imagine plus de 2000 panneaux hexagonaux qui dansent au gré des mouvements du soleil pour ombrager l'intérieur du bâtiment. L'évaporation de l'eau était une autre arme secrète des anciens, simple mais très efficace. De plus, les Égyptiens de l'Antiquité suspendèrent des tapis et des rideaux mouillés dans l'embrasure des portes. Lorsque l'air passait à travers eux, ils se refroidissaient, ce qui permettait de se protéger du soleil brûlant. Les architectes de l'Antiquité étaient bientôt passés maîtres dans l'art de maximiser la circulation de l'air. Ils savaient comment assurer une ventilation transversale et laisser l'air chaud s'échapper tout en invitant de l'air plus frais à l'intérieur. Si l'on se reporte sur la Rome antique, les bains publics étaient l'endroit en vogue à l'époque. Les gens s'y réunissaient pour discuter de politique, faire du sport et bien sûr se baigner pour se détendre. Le frigidarium était l'endroit le plus frais des thermes romains. Après un bain de vapeur dans le caldarium, les Romains se précipitaient dans cette piscine géante pour se détendre. Dans certains endroits, comme la Cappadoce en Turquie, les gens se sont déplacés sous terre pour s'abriter de la chaleur. Ils y ont creusé des maisons douillettes, à même la roche volcanique, exploitant les pouvoirs de refroidissement naturel de la Terre. La leçon à tirer est donc simple. Les architectes et les concepteurs peuvent créer des merveilles en combinant les traditions locales et des technologies de pointe. La vallée de la mort, en Californie, s'enorgueillit d'avoir la température la plus élevée, officiellement enregistrée à ce jour, avec 57 degrés en 1913. Quant au record de chaleur en Afrique, il s'élève à 55 degrés, relevé en 1931 à Kébili, en Tunisie. En Europe, la température la plus élevée jamais enregistrée a atteint près de 49 degrés en Sicile en août 2021. Puis, en 2002, le Royaume-Uni a connu l'été le plus chaud de son histoire. La plus grande région volcanique sur Terre n'est pas en Afrique ni au Japon, mais sous la glace de l'Antarctique. Les scientifiques ont découvert 138 volcans dans sa partie occidentale, et si jamais ils se déchaînent, vous le remarquerez sûrement. Ils pourraient y faire fondre d'énormes quantités de glace qui se déverseraient dans l'océan, en augmenteraient le niveau et rendraient notre planète inhabitable pour les humains. Mais avant que vous ne fassiez vos bagages pour vous envoler vers une autre planète, écoutez-moi. Actuellement, seulement 2 des volcans de l'Antarctique sont officiellement classés comme actifs. Et il faudrait toute une série d'éruptions, décennie après décennie, pour qu'ils aient un impact sérieux sur le monde entier. Le mont Erebus, l'un de ces 2 volcans actuellement en activité, porte fièrement le titre de volcan actif le plus austral du monde. Il est en éruption continue depuis au moins 1972. Il émet des panaches de gaz et de vapeur, et parfois, il expulse même des roches. Les scientifiques appellent ça des éruptions stromboliennes. L'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes est un lac de lave, situé dans l'un de ses cratères sommitaux, avec des matériaux en fusion à la surface. De tels lacs sont assez rares, car certaines conditions sont nécessaires pour que leur surface ne gèle jamais. Le second volcan actif est l'île de la Déception, une masse de terre en forme de fer à cheval. C'est la caldeira d'un volcan actif qui est entré en éruption pour la dernière fois il y a plus de 50 ans. Les scientifiques qui le surveillent disent qu'il ne devrait pas se réveiller de sitôt.
L'Antarctique est également le théâtre de régulières fumerolles. Il s'agit d'émanations de gaz et de vapeurs volcaniques. Dans les conditions adéquates, les crevasses peuvent expulser suffisamment de matériaux pour ériger des tours de glace de 3 mètres de haut. Les scientifiques surveillent les volcans de l'Antarctique avec des sismomètres qui se mettent en marche lorsque la Terre commence à trembler à cause de l'activité volcanique. Parfois, ils utilisent également des technologies plus complexes, mais les opérations sont toujours difficiles en raison de la distance de cette région polaire et des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour s'y rendre. C'est pourquoi personne ne peut prédire quand l'un des volcans du continent, actuellement endormi, entrera en éruption. Nous pourrions savoir à quoi ressemblerait un tel réveil si nous analysions ce qui s'est passé il y a près de 20 000 ans. Mais le faisons-nous? L'un des volcans endormis de l'Antarctique, le mont Takahe, a autrefois connu une série d'éruptions et émis une bonne quantité d'halogènes riches en ozone. Certains scientifiques disent que ces événements ont réchauffé l'hémisphère sud. Les glaciers auraient commencé à fondre, et cela aurait contribué à mettre fin à la dernière ère glaciaire. Pour que ces événements se répètent, il faudrait à nouveau une série d'éruptions avec émission d'halogènes provenant d'un ou de plusieurs volcans se trouvant au-dessus de la glace. C'est un scénario peu probable, mais comme cela s'est déjà produit dans le passé, ce n'est pas complètement impossible. Quant aux volcans cachés sous une épaisse couche de glace, on pense que leur gaz aurait du mal à atteindre l'atmosphère. Cependant, ils seraient suffisamment puissants pour faire fondre d'énormes cavernes et produire d'importantes quantités d'eau de fonte. La nappe glaciaire de l'Antarctique occidentale est humide et n'est pas attachée à sa base. Cette eau de fonte agirait donc comme un lubrifiant et mettrait rapidement en mouvement la glace qui la recouvre. Le volume d'eau qu'un volcan de cette taille pourrait produire ainsi n'est rien comparé au volume de glace qui le surplombe. Ainsi, une seule éruption ne ferait pas de différence. Cependant, avec plusieurs éruptions de volcans situés près ou sous les grands courants de glace de l'Antarctique occidentale, ce serait une autre histoire. Ces courants de glace sont des rivières qui transportent une grande partie de l'eau de l'Antarctique vers l'océan. Si elles modifiaient leur vitesse et apportèrent des quantités inhabituelles d'eau dans l'océan, son niveau monterait. À mesure que la glace deviendrait de plus en plus fine, il y aurait de plus en plus d'éruptions. Les scientifiques appellent ça un effet d'emballement. Un phénomène similaire s'est produit en Islande. Le nombre d'éruptions volcaniques a augmenté lorsque les glaciers ont commencé à reculer à la fin de la dernière période glaciaire. Pour que des changements massifs se produisent, il semblerait donc que plusieurs volcans situés au-dessus de la glace et contenant des gaz riches en halogènes doivent devenir actifs dans un laps de temps assez bref et rester puissants pendant des dizaines voire des centaines d'années. L'Antarctique contient environ 80% de toute l'eau douce du monde. Et si toute cette glace fondait, le niveau global des mers augmenterait de près de 60 mètres. Et nous n'aurions plus qu'à chercher une nouvelle planète où vivre. Mais ce scénario est peu probable. Il est plus probable que des éruptions sous-marines lubrifient les flux de glace et envoient des masses d'eau dans l'océan. Mais ce ne serait pas la fin du monde. Un supervolcan extrêmement puissant et furieux pourrait y parvenir, et cela s'est déjà produit par le passé. Il y a plus de 200 millions d'années, le monde a connu une transformation majeure, avec non pas une, ni deux, mais 4 éruptions volcaniques massives. La province magmatique centra-atlantique s'est trouvée en éruption continuelle pendant 600 000 ans. C'était à Wrangellia, une grande masse de terre et jadis un volcan supermassif s'étendant sur ce qui est aujourd'hui le territoire de la Colombie-Britannique et de l'Alaska. Mais ce n'est ni la lave ni les cendres volcaniques qui ont dévasté l'environnement. L'éruption a fait exploser les niveaux de carbone. La planète n'a plus jamais été la même après ça. Cette activité volcanique aurait permis aux dinosaures de devenir les géants que nous avons découverts dans Jurassic Park. Elle aurait déclenché une saison des pluies de 2 millions d'années et rendu la planète chaude et humide. Les dinosaures ont adoré. Les chercheurs ont creusé profondément dans les couches sédimentaires, sous un ancien lac en Asie pour découvrir ses secrets. Ils ont trouvé des traces de cendres volcaniques et de mercure, des signes évidents de ces éruptions. Ils ont également pu confirmer les grandes augmentations des niveaux de dioxyde de carbone. Cela aurait rendu l'atmosphère torride, et la pluie s'est mise à tomber abondamment. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une autre éruption comme celle-ci pourrait se produire. Le supervolcan situé sous le parc national de Yellowstone dort depuis près de 70 000 ans. Mais s'il se réveillait, ce serait bien plus catastrophique que l'éruption du mont St. Helens en 1980. On la considère comme l'éruption volcanique la plus désastreuse de l'histoire des États-Unis.
Elle s'est produite après 2 mois de tremblements de terre et d'injections de magma, qui ont affaibli puis détruit toute la face nord de la montagne. La colonne éruptive s'est élevée à plus de 24 000 mètres dans l'atmosphère et a répandu des cendres sur 11 États américains et plusieurs provinces canadiennes. Et la dernière éruption de Yellowstone fut 1000 fois plus grande que celle-ci. Le sol de Yellowstone repose sur un point chaud, composé de roches fondues et semi-fondues. Ce magma s'écoule au-dessous du parc, à environ 8 km de profondeur, et fait s'enfler le sol comme un ballon. Mais lorsque le magma refroidit, le sol retourne à son état habituel. Les volcanologues surveillent cette activité depuis un siècle. Ils ont remarqué que le sol s'était soulevé d'environ 25 cm il y a une vingtaine d'années, mais que depuis 2010, il redescendait. Les experts disent que nous n'avons pas à craindre de grandes éruptions prochainement. La fin du monde n'est donc pas pour demain. Mais une certaine activité souterraine retient actuellement l'attention des scientifiques. Comme les humains n'ont pas été témoins de tout ce qui a pu se passer à Yellowstone, il est plutôt difficile de dire avec certitude ce qui se mijote là-dessous. Yellowstone a connu quelques grandes éruptions au cours des quelques derniers millions d'années. Elles se sont produites avec une grande régularité, avec des intervalles de 6 à 800 000 ans. La dernière grande éruption a eu lieu il y a environ 640 000 ans, et elle a véritablement remodelé tout le paysage, dispersant des cendres et des débris jusqu'en Louisiane. Il est toujours possible d'en voir les conséquences dans la caldeira de Yellowstone. Les experts disent qu'une éruption massive comme celle-ci est un scénario peu probable. Il est plus probable que nous assistions à des éruptions de vapeur et d'eau chaude ou, au pire, à des coulées de lave. Mais quand et avec quelle force cela se produira reste un mystère pour les scientifiques. Nous sommes en 1898 et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection.
C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne, et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un OPART, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux.
Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une cinquantaine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Nous savons que les anciens Égyptiens étaient assez talentueux pour construire des édifices aussi grandioses que les pyramides, mais étaient-ils suffisamment intelligents pour mesurer la vitesse de la lumière? Une théorie circulant en ligne le suggère. Si vous comparez ces deux chiffres, vous verrez qu'ils correspondent parfaitement. Le premier est la vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde, et le second est la latitude de la grande pyramide de Gizeh. Alors, était-ce intentionnel ou s'agit-il juste d'une coïncidence? Heureusement, nous pouvons vous assurer qu'il s'agit simplement d'une coïncidence, et non d'une autre théorie du complot. La grande pyramide n'est qu'un des nombreux endroits sur Terre partageant cette latitude. De plus, même si les Égyptiens étaient non parvenus à mesurer la vitesse de la lumière et avaient décidé de la garder secrète, ils n'auraient pas utilisé de mètre pour l'exprimer. Celui-ci n'a été défini qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les bâtisseurs des pyramides utilisaient une autre unité de mesure appelée la coudée. Une coudée équivaut à un pied et demi, soit 45 cm. Cette unité, basée sur la longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au bout du majeur, était répandue dans l'Antiquité. Ainsi, s'ils avaient voulu épater tout le monde en positionnant leurs pyramides à une latitude correspondant à la vitesse de la lumière en coudée, ils auraient dû construire leurs édifices emblématiques quelque part en Europe. Par ailleurs, l'astronome danois Ole Rømer, qui a mesuré pour la première fois la vitesse de la lumière en 1676, aurait été bien contrarié de découvrir que quelqu'un l'avait fait des siècles avant lui. Bien que les Égyptiens aient été en avance sur leur temps à bien des égards, ils n'ont jamais mesuré la vitesse de la lumière, ni employé de coordonnées de latitude et de longitude pour leur construction. La base de la grande pyramide de Gizeh peut sembler être un carré parfait, mais il s'agit en réalité d'une structure à 8 côtés, et non 4. Chacun de ces 4 côtés présente une légère indentation concave qui les divise uniformément de la base au sommet. La version officielle voudrait qu'un pilote britannique du nom de Groves ait été le premier à le remarquer en 1940, lorsqu'il survolait la pyramide. Il a pris une photographie montrant les ombres qui soulignaient ces indentations. Certains pensent que ces lignes ne sont visibles que depuis les airs et peuvent être mieux observées à l'aube et au crépuscule, lors des équinoxes de printemps et d'automne. Cela a conduit à une étrange théorie selon laquelle les anciens Égyptiens auraient pu concevoir ces pyramides pour communiquer avec des visiteurs célestes. La pyramide de Khéops est l'une des 3 seules pyramides qui possédaient autrefois une porte pivotante. Cette porte, pesant environ 20 tonnes, pouvait être facilement ouverte de l'intérieur. Son ajustement précis la rendait presque invisible du dehors. Sans loquet ni poignée visible, seules de très légères aspérités dans la paroi extérieure dénotaient l'ouverture. Les 2 autres pyramides avec des portes similaires appartenaient respectivement au père et au grand-père de Khéops. La grande pyramide renferme également un vide caché d'au moins 30 mètres de long, découverte en 2017. Nous ignorons encore ce qui se trouve à l'intérieur de cet espace, sa fonction exacte, ou s'il est le seul de ce type. Les chercheurs ont utilisé une technologie permettant de voir à travers les murs des cathédrales, des pyramides mayas et même des volcans, reposant sur une pluie naturelle de particules subatomiques appelées muons. Ces particules traversent plus facilement les espaces vides que les matériaux solides. En plaçant plusieurs détecteurs de muons autour d'une structure, les scientifiques peuvent cartographier ces éléments solides et ces zones vides. Une équipe a placé des détecteurs de muons à l'intérieur de la pyramide de Khéops, collectant des données au fil des mois. Les scientifiques ont analysé à de nombreuses reprises des échantillons du mortier utilisé pour construire les pyramides. Bien que nous en connaissions la composition, la technologie moderne ne peut toujours pas le reproduire. Ce mortier,
principalement composé de gypse traité, n'était pas utilisé comme le ciment actuel de nos briques, mais servait à soutenir les joints entre ces pierres massives lors de leur mise en place. Environ un demi-million de tonnes de ce mortier auraient été nécessaires pour construire la grande pyramide de Khéops. Ce mortier fait de gypse est plus robuste que les pierres elles-mêmes et a résisté pendant des millénaires. Les 4 côtés de la pyramide de Khéops sont alignés avec les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Selon l'archéologue et ingénieur Glenn Dash, cet alignement est précis à 4 minutes d'arc près, soit un 1/15 de degré. Les architectes y parvenus sans outils modernes tels que des drones ou des ordinateurs. De nombreux chercheurs ont tenté d'expliquer ce prodige d'architecture. Peut-être utilisait-il l'étoile polaire ou l'ombre du soleil. Dash a récemment proposé une idée nouvelle et plus simple. Les Égyptiens auraient pu utiliser l'équinoxe d'automne pour aligner les pyramides. Celle-ci se produit 2 fois par an, lorsque le soleil traverse le plan équatorial terrestre, rendant le jour et la nuit presque égaux en durée. Pour éprouver sa théorie, Glenn Dash a conduit une expérience le 22 septembre 2016, premier jour de l'équinoxe d'automne. Il a utilisé une tige spéciale appelée gnomon, dont disposaient les Égyptiens, pour projeter une ombre. Puis il en a suivi la pointe à intervalles réguliers, formant une courbe régulière. En reliant 2 points de la courbe au moyen d'une corde tendue, il a créé une ligne presque parfaite d'est en ouest. Dash a observé que lors de l'équinoxe, la pointe de l'ombre se déplaçait en ligne droite, suivant presque parfaitement la direction est-ouest, avec une légère déviation dans le sens anti-horaire, similaire à celle observée dans les pyramides. Bien que l'expérience ait été menée dans le Connecticut, Glenn Dash estime que la même méthode fonctionnerait en Égypte. Tout ce dont les Égyptiens avaient des besoins, c'était d'une journée claire et ensoleillée. Ils pouvaient déterminer l'équinoxe d'automne en comptant 91 jours à partir du solstice d'été. Cependant, ils nous ont laissé peu d'indices, et aucun document d'ingénierie n'a été retrouvé qui explique leur méthode. Ainsi, bien qu'ils aient pu utiliser des ombres pour se repérer, rien n'est moins certain. Les scientifiques se sont longtemps demandé comment ces lourds blocs de pierre étaient acheminés vers les sites des pyramides, et ils pourraient enfin avoir la réponse. Une équipe chercheur de l'Université de Caroline du Nord à Wilmington a découvert que 31 pyramides avaient probablement été construites le long d'un ancien bras du Nil. Ce bras est maintenant enseveli sous le désert et les terres agricoles. Pendant des années, les archéologues ont pensé que les anciens Égyptiens devaient utiliser une voie d'eau à proximité pour transporter les matériaux, les équipements, les personnes et tout ce dont ils avaient besoin pour construire les pyramides. Mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas certains de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette voie d'eau par rapport au site de construction. L'équipe de recherche a utilisé l'imagerie radar par satellite, des cartes historiques, la prospection géophysique et des carottages de sédiments pour cartographier cette branche du fleuve. Ils pensent qu'elle a été ensevelie suite à une grande sécheresse et au fil des tempêtes de sable il y a des milliers d'années. L'équipe est parvenue à plonger sous la surface sablonneuse et à obtenir des images de certaines caractéristiques cachées grâce à la technologie radar. Ils ont découvert des rivières cachées et des structures anciennes situées au pied des collines où se trouvent la plupart des pyramides égyptiennes. La découverte de cette branche fluviale disparue aide à expliquer la forte densité de pyramides entre Gizeh et Licht, dans ce qui est à présent une zone inhospitalière du Sahara. L'Égypte n'est pas le pays qui compte le plus grand nombre de pyramides au monde. Ce titre revient à son voisin méridional, le Soudan, qui en possède entre 200 et 255, comparé aux modestes 138 pyramides d'Égypte. Ces pyramides soudanaises ont été construites par les habitants du royaume de Kouch, une ancienne civilisation qui régnait sur les terres en amont du Nil il y a plusieurs siècles. Ils ont commencé à ériger des pyramides environ 500 ans après que les Égyptiens aient cessé de le faire. Bien que leurs pyramides soient beaucoup plus petites que celles d'Égypte, de 6 à 30 mètres, contre 138 mètres pour celles de Khéops, elles ont été construites dans des buts similaires. Les archéologues continuent donc de travailler pour comprendre comment les pyramides soudanaises ont été construites, combien de temps il a fallu pour les achever, et ce qu'il est advenu de cette civilisation. Imagine. Tu flottes dans les profondeurs de l'espace et contemples notre chère planète bleue. Qu'y a-t-il tout en haut? Tu penses peut-être que c'est le pôle Nord, mais ce n'est pas forcément le cas. En réalité, cette croyance collective selon laquelle le Nord se trouverait au sommet du monde ne repose sur aucune base scientifique solide.
Il s'agit simplement d'une chose que nous avons acceptée au fil du temps. Et cette convention a une histoire passionnante. Avec un soupçon d'astrophysique, un peu de psychologie et une conséquence surprenante, elle influence notre perception du monde bien plus que nous ne le pensons. Savoir où l'on se trouve est essentiel à la survie. Et c'est vrai pour la plupart des espèces. Pas seulement pour nous, les humains. À l'instar des abeilles, par exemple, les êtres humains ont la faculté de créer des cartes mentales de leur environnement. Mais là où nous nous distinguons vraiment, c'est dans nos efforts visant à partager ces cartes avec nos congénères. Nous avons commencé à le faire il y a un certain temps, en dessinant des cartes sur toutes sortes de supports, des murs de cavernes jusqu'aux écrans d'ordinateur. Les plus anciennes que nous ayons trouvées remontent à près de 14 000 ans. Malgré cette longue évolution, ce n'est qu'au cours des derniers siècles que nous avons décidé que le Nord devait toujours se trouver en haut de la carte. Les férus d'histoire nous apprendront que pendant longtemps, le Nord n'a pratiquement jamais été placé en haut de la carte parce qu'il symbolisait l'obscurité. L'Ouest n'était pas non plus pris en compte, car c'est là que le soleil mourait chaque soir. Cependant, les premières cartes asiatiques semblent remettre cette tendance en question. Avant que tu n'y penses, non, ce n'est pas à cause de leur boussole qu'ils ont placé le Nord en haut de la carte. Les premières boussoles asiatiques étaient en fait alignées sur le sud, considérées comme une direction plus favorable que le froid et l'obscurité du septentrion. Mais sur ces cartes, l'empereur, qui résidait au nord, était toujours placé au sommet, ses fidèles sujets levant les yeux vers lui. En rétrospective, chaque culture avait sa propre notion de CE, vers quoi il valait mieux être tourné. Ce qui a conduit à des orientations variées des premières cartes. Les Égyptiens préféraient l'Est, où le soleil nous gratifie de son apparition chaque matin. Les premières cartes arabes privilégièrent le Sud. Les cartes européennes de la même époque plaçaient l'Est au sommet. Quand tout le monde a-t-il décidé que le Nord était le nouveau sommet du monde? On pourrait être tenté d'en attribuer la paternité à des explorateurs comme Christophe Colomb et Magellan, qui se sont orientés en fonction de l'étoile polaire. Mais ils ne voyaient pas vraiment le monde sous cet angle. Christophe Colomb, par exemple, voyait le monde avec l'Est à son sommet, croyant qu'il se dirigeait vers le paradis terrestre. La projection de Mercator de 1569 a changé la donne, car elle a été la première à prendre en compte la courbure de la Terre pour une navigation plus précise. Mais même à cette époque, l'accent n'était pas mis sur le Nord. Mercator a projeté les pôles à l'infini, les considérant comme relativement peu importants puisque les marins ne s'y aventurèrent jamais. Il est possible que le choix de placer le Nord au sommet ait été motivé par le fait que les Européens, qui accomplissaient leur part d'exploration, se trouvaient dans l'hémisphère nord, avec beaucoup plus de terres à couvrir et de gens à côtoyer. Quelle qu'en soit la raison, cette idée du Nord tout en haut est restée. Même lorsqu'un astronaute de la NASA a pris une photo de la Terre avec le Sud pour sommet en 1972, il a fallu la retourner pour éviter toute confusion. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque tu observes la Terre depuis l'espace, les notions de haut et de bas perdent tout leur sens. Certes, la Terre s'aligne sur le plan des autres planètes de notre système solaire parce que nous partageons tous la même origine cosmique, mais nous pourrions tout aussi bien inverser l'image ou placer le Soleil en haut ou en bas, selon le point de vue astronomique. Même au sein de la Voie lactée, notre système solaire est incliné d'environ 63 degrés. Si l'on y réfléchit bien, les notions de haut, de bas, de gauche et de droite ne s'appliquent pas vraiment à l'espace. Mais pourquoi ne pas renverser la donne? Devrions-nous accepter de voir notre monde sous un angle différent? Il existe des preuves psychologiques que notre mentalité de nordiste pourrait fausser nos perceptions de la valeur. La plupart des gens considèrent que le nord est en haut et le sud en bas. Les psychologues se sont même demandé si ces associations pouvaient influer sur la manière dont les gens considèrent les différents endroits de la carte. Lorsqu'on leur montrait la carte d'une ville fictive, les gens étaient quelque plus enclins à choisir une résidence dans la partie nord. Et lorsqu'on leur demandait où vivraient des personnes hypothétiques de statut social différents, ils plaçaient invariablement les riches au nord et les pauvres au sud. Il n'est pas exagéré de supposer que les humains se soucient moins de ceux qui arrivent aux régions inférieures qu'à celles où ils se trouvent sur la carte. Mais il existe une solution simple. Retourner la carte. Six expériences ont montré que cette simple action éliminait le biais selon lequel le nord serait synonyme de bien. À ce propos, des cartes à l'envers sont déjà disponibles en ligne. Les Australiens apprécieraient ce changement, c'est certain.
Quoi que tu préfères, en haut de ta map monde, tu auras bien besoin d'une boussole pour te guider. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce système? C'est l'un des plus anciens gadgets que nous ayons dans notre trousse de survie. Elle existe depuis des siècles, servant de phare aux aventuriers, aux voyageurs, autres explorateurs, les guidant à travers des océans inexplorés et les aidant à découvrir de nouveaux continents. De fait, la boussole a transformé l'homme sédentaire en un nomade globe-trotter. Notre belle planète bleue n'est pas seulement une sphère qui tournoie dans le cosmos. Elle possède aussi son propre champ magnétique. Imagine-la comme un aimant colossal, bourdonnant d'une énergie invisible. Tout cela grâce au noyau de la Terre, une boule de fer en fusion soumise à une pression colossale, en plein centre de notre planète. Ce noyau, mi-liquide, mi-cristaux solide, s'agite et tourbillonne sous l'effet de la rotation de la planète, créant ainsi ce champ magnétique qui nous donne nos pôles nord et sud. Mais c'est là que les choses se corsent un peu. Ces pôles magnétiques ne sont pas parfaitement alignés avec les pôles géographiques de la Terre, ceux autour desquels la Terre tourne. Ils sont proches, certes, mais ne se trouvent pas exactement au même endroit. C'est pourquoi la boussole, qui réagit au champ magnétique, ne pointe pas directement vers ce que nous appelons le vrai nord, c'est-à-dire le pôle nord géographique. Elle pointe plutôt vers le nord magnétique, situé un peu en deçà du vrai. Mais ne t'en fais pas, il est suffisamment proche pour nous amener là où nous devons aller. Parlons un peu plus de cette histoire de vrai nord et de nord magnétique. Te souviens-tu de la nouvelle de septembre 2019 qui affirmait que, pour la première fois depuis plus de 360 ans, les boussoles de Greenwich indiquaient le vrai nord? C'est un fait assez rare. En général, les boussoles indiquent le nord magnétique, qui n'est pas un point constant sur la carte. Il change et dérive au fil du temps, en fonction des déplacements du noyau terrestre. En revanche, le nord géographique fait référence au pôle nord géographique, un point précis et immuable à la surface de la Terre. Ainsi, lorsque tu tiens une boussole, c'est vers le nord magnétique qu'elle t'oriente, et non vers le nord géographique. C'est là que les choses deviennent encore plus curieuses. L'angle entre la direction du nord géographique et celle du nord magnétique indiquée par la boussole est appelé déclinaison magnétique. C'est un mot sophistiqué pour un concept simple. À présent, comme le champ magnétique terrestre n'est pas une chose facilement appréhendable, il a ses creux et ses oscillations, la déclinaison n'est pas la même partout. Elle varie d'un endroit à l'autre. En outre, voici ce qui constitue une boussole. Elle est munie d'une minuscule aiguille conçue à partir d'un métal magnétisé, le fer étant le plus courant. Cette aiguille est fixée sur un petit élément pointu, ou pivot, et laissée à flot dans un liquide quelconque, souvent de l'huile minérale ou quelque chose de similaire. Cela permet à l'aiguille de tourner et de danser avec le champ magnétique terrestre. Lorsque tu tiens ta boussole à plat dans ta main, l'aiguille se stabilise et indique le nord magnétique. Maintenant, regarde ta boussole et tu remarqueras ces petits repères. Ce sont les degrés. Et voici comment la lire. L'extrémité rouge de l'aiguille pointe toujours vers le nord, et l'extrémité blanche ou noire pointe toujours vers le sud. C'est la danse nord-sud de ta boussole. De plus, le châssis de la boussole comporte souvent une flèche tout en haut. C'est la flèche d'orientation. Regardez cette pierre. À première vue, elle a tout l'air d'un de ces cailloux ordinaires que vous pouvez voir quand vous vous promenez sur la plage. Elle n'est pas particulièrement colorée, ni particulièrement lourde, environ 2 kg. Mais si je vous disais que cette pierre est née sur Mars, qu'elle a voyagé jusqu'à la Terre pour finalement arriver en Antarctique. Ah, maintenant l'histoire est bien plus fascinante. Alors, découvrons tout ça. La chercheuse Roberta Skor, qui a travaillé sur le projet ANSMET, ou Antarctic Search for Meteorites, du Denver Antarctic Programme, a trouvé la météorite en 1984. Si vous souhaitez déchiffrer le nom de ce voyageur de l'espace, je peux vous aider. Il s'agit tout d'abord de l'endroit où il a été trouvé, les collines d'Allan en Antarctique, ou Allan Hills. Ensuite, nous avons l'année de sa découverte et le numéro de l'échantillon. Si vous vous dites que notre amie Roberta a ramassé cette pierre en s'exclamant « Waouh, un morceau de Mars !», vous allez être déçus. Au début, il était totalement impossible de savoir d'où venait la météorite. Et quelque chose troublait encore plus les chercheurs. Ce caillou était très différent des autres types de météorites trouvés sur notre planète. D'accord, mais alors comment ont-ils finalement découvert qu'elle venait de Mars? Grâce à des traces de gaz similaires à ceux qui composent l'atmosphère de la planète rouge. Nous avons pris connaissance de sa composition grâce au courageux Viking Lander qui a effectué les analyses nécessaires in situ en 1976.
Mais revenons à notre découverte. Elle est très particulière. Et pas seulement parce qu'elle vient de très loin. Parmi les quelques milliers de météorites trouvés sur Terre, seule une centaine provient probablement de Mars. Et même avec ça, notre petite est différente des autres et semble faire partie d'un groupe à part. Remontons donc dans le passé et retraçons l'histoire de cette voyageuse cosmique. Elle s'est vraisemblablement formée il y a environ 4 milliards d'années sur sa planète rouge natale. Un jour, qui n'était pourtant pas très différent des autres, la vie de ce paisible caillou s'est trouvée bouleversée. Un impact météorique l'a catapulté dans l'espace, et notre pierre a commencé son voyage de petit astéroïde. À l'époque, elle était bien plus grosse qu'au moment de sa découverte sur Terre. À un moment donné, elle s'est approchée de la Terre, et on dirait bien qu'elle a décidé d'explorer les lieux. C'est ainsi qu'il y a 13 000 ans, ALH a terminé son voyage spatial en entrant en collision avec notre planète. À l'heure actuelle, ce fragment martien est le plus ancien que nous ayons jamais trouvé. Mais au début, il n'était pas très populaire. Ce n'est qu'en 1996 que sa notoriété s'est soudainement accrue, à la suite d'une découverte révolutionnaire. Des chercheurs de la NASA se sont en effet interrogés. Ce fragment est manifestement très ancien. Mais pourrait-il avoir enregistré des traces de vie qui auraient pu prospérer sur Mars à l'époque où ALH était encore attaché à la planète rouge? Et devinez quoi? C'était une très bonne question. Ils ont détecté des traces de très fines particules de magnétite. Leur structure et leur composition chimique sont tout à fait similaires à celles des particules que l'on trouve sur notre planète. On appelle ça des magnétofossiles, et ce sont des bactéries magnétotactiques qui les produisent. Cela pourrait donc signifier qu'il y a eu, à un moment donné, des formes de vie sur Mars. En avril 2020, des scientifiques de l'agence spatiale japonaise ont fait une autre découverte. Ils ont détecté dans notre météorite de l'azote contenant des matières organiques d'origine martienne. Alors, qui sait quel nouveau secret étonnant un examen plus approfondi de la météorite pourrait nous révéler? Pour l'heure, il ne vous reste plus qu'à vous rendre en Antarctique et vous mettre à creuser. En effet, c'est un endroit idéal pour la chasse aux météorites. Nous avons trouvé près de 50 000 météorites en Antarctique et des centaines de milliers attendent encore d'être découvertes. Chacune de ces roches spatiales peut nous raconter une histoire sur l'évolution du système solaire. Par exemple, la toute première roche lunaire trouvée sur le continent glacé et désert a confirmé le fait qu'on pouvait trouver sur Terre des morceaux d'objets spatiaux plus gros que des astéroïdes. Imaginons que vous soyez inspiré et que vous décidiez de partir à la chasse aux météorites en Antarctique. Préparez-vous à relever de sérieux défis. Malgré leur abondance potentielle, trouver des roches spatiales n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Vous devrez vous rendre dans des régions reculées et il n'est même pas certain que vous puissiez trouver quoi que ce soit. Il s'agit d'ailleurs d'un très gros problème. Les météorites sont en train de disparaître. Actuellement, les scientifiques trouvent environ 1000 météorites par an en Antarctique. Mais selon une nouvelle étude, environ 5000 météorites disparaîtraient chaque année. En cause, la hausse des températures. Inquiets, les chercheurs ont créé un modèle capable de les aider à déterminer où ces météorites sont susceptibles de remonter à la surface. Ce modèle est assez complexe, car il prend en compte la couverture neigeuse, la température de surface, la vitesse d'écoulement de la glace et même l'inclinaison du terrain. Les scientifiques ont ensuite effectué des simulations dans le cadre de différents scénarios de réchauffement. Et il s'est avéré que les météorites s'enfonçaient effectivement à mesure que les températures augmentaient. La surprise des chercheurs est évidente. Ils ne s'attendaient pas à ce que le changement climatique affecte autant leur travail. Même si ces régions sont en dessous du point de congélation, notre mode de vie participe à la destruction d'une archive cruciale du système solaire. Mais revenons à votre chasse aux météorites. Si vous voulez augmenter vos chances d'en trouver une, rendez-vous au pied des montagnes où la glace, qui s'écoule habituellement vers le bas, est forcée de remonter. Et n'oubliez pas d'emporter votre coupe-vent. Dans ces endroits, des vents puissants balaient la neige en exposant une glace bleu vif. Au lieu de fondre, cette glace ancienne peut directement se transformer en vapeur d'eau. Et c'est ainsi que l'on peut découvrir des météorites qui, autrement, resteraient cachées. Mais il faut se dépêcher. Les météorites à la surface disparaissent rapidement. Même lorsque les températures sont nettement inférieures au point de congélation, les roches peuvent encore absorber une partie de la chaleur du soleil et faire fondre la glace. C'est comme si elles créaient des tunnels souterrains, ou sous-glaciaires, s'enfonçant et se dérobant à la vue de tous. Quelque temps plus tard, le régel ferme les entrées de ces tunnels.
emprisonnant les météorites et rendant toute découverte impossible. Les scientifiques admettent qu'il est très difficile de trouver des méthodes efficaces pour repérer les météorites. Et si nous ne nous dépêchons pas de mettre au point de bonnes techniques, nous risquons de perdre entre 80 000 et 250 000 roches spatiales au total. Il n'est donc pas étonnant que les scientifiques se soient donnés pour mission de trouver davantage de météorites. Ils se concentrent sur les zones d'échouage. Il s'agit d'endroits où les météorites s'accumulent à la surface en raison des caractéristiques géologiques, de l'écoulement de la glace et des conditions climatiques. Comme vous le savez déjà, vous pouvez trouver des météorites sur la glace bleue sans couverture neigeuse. Les météorites sont donc faciles à repérer. Mais trouver ces points chauds relève souvent du pur hasard. Ou alors, il faut passer des journées entières à éplucher des cartes et des images satellites pour tenter de repérer les zones de glace bleue situées à proximité des stations de recherche. Permettez-moi de vous présenter Véronica Tolénard, glaciologue de formation, ainsi que son équipe. Ils sont passés à la vitesse supérieure en élaborant une carte intelligente de l'Antarctique. Pour ce faire, ils ont eu recours à l'apprentissage automatique et aux données satellitaires de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne et d'autres organismes. Cette carte met en évidence les zones où des météorites pourraient se cacher, sur la base de découvertes antérieures et de toutes sortes de données relatives au climat et à la glace. Apparemment, les meilleurs endroits pour trouver des météorites se trouvent aux abords du continent et près des montagnes recouvertes de glace bleue. Malheureusement, il n'y a pas que la glace bleue qui compte. La température et la vitesse d'écoulement de la glace sont également très importantes. Par exemple, si la glace s'écoule trop rapidement, les météorites sont emportées avant de pouvoir s'accumuler. Si vous voulez trouver une météorite, il vous faut donc des conditions très précises. La température de surface doit rester inférieure à moins 9 degrés Celsius presque tout le temps. Sinon, les météorites coulent. Vous pouvez commencer à chercher près des collines d'Alan. Oui, c'est là que notre amie ALH a été découverte. Cette région est une sorte de mine d'or pour les météorites, avec plus de 1000 découvertes. Mais il y a des endroits encore plus prometteurs, comme les montagnes de Fimbulaimen, où personne n'a encore fait de recherche. Vous serez peut-être le premier. Quoi qu'il en soit, grâce à cette nouvelle carte, les chercheurs ont mis au point un classement des meilleurs endroits pour la chasse aux météorites, ce qui permettra de mieux cibler les futures sorties sur le terrain. Et comme de nombreuses régions de glace bleue sont encore inexplorées, il y a des tonnes de météorites qui n'attendent que vous pour être découvertes. Alors, qu'attendez-vous ?